Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. On se voit très souvent en ce moment, peut-être même trop, me direz-vous. Je ne pense pas, hein. Mais très ravi, très content, très honoré aussi de faire ce numéro. Hier soir, on s'était vu concernant Florian Maurice, alignement des constellations incroyables, puisque cet après-midi ont été officialisées l'arrivée bien, de Florian Maurice en tant que directeur sportif de l'OGC Nice et également Franck Hez en tant que coach de l'OGC Nice. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un peu la vidéo de présentation produite par les médias du club. Voilà, vous ferez un peu votre avis. J'espère qu'on m'entend bien et que tout le monde va bien. Alors, c'est un numéro aussi spécial, exceptionnel dans le sens où c'est la première fois qu'on fait ce type de format, mais les supporters de l'OGC Nice qui sont sur Twitter connaissent le personnage. Les supporters de l'OGC Nice qui ne suivent pas Twitter, qui sont sur YouTube ou sur Twitch actuellement, bah, vous allez le découvrir. Puisque Bertigno est avec nous ce soir. Comment ça va, Vincent? Bah écoute, ça va au top, hein, une journée d'officialisation, du coach, du DS, la présentation du trade mercato et le mercato qui va ouvrir ses portes lundi. Donc, bah, en fait, tout va bien là pour le moment, hein. Ça fait bizarre de dire ça avec Nice, mais tout va bien. Les joueurs sont en vacances et on a une visibilité concernant notre directeur sportif et notre entraîneur. Je pense que là-dessus, honnêtement, on a progressé et c'est une très bonne chose. Alors, Vincent, je le disais, ça fait quelques années que tu produis du contenu sur ton compte Twitter et tu as l'habitude, comme certains autres supporters, de proposer, on va dire, ton mercato idéal avec tes Ouais. départs, tes arrivées. Et cette année, on s'est dit que ce serait quand même sympa de le proposer en image. Alors, je vous calme directement, petit disclaimer, il n'y aura pas de vidéo forcément, puisque bah, vous n'êtes pas sans savoir que les robots YouTube sont extrêmement embêtants par moment. Donc, il y aura les slides produites par Vincent qui vont être mises les unes après les autres. Mais patience, patience. Déjà, on va parler de toi rapidement, Vincent, parce qu'on a vu sur Twitter que tu avais validé une formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Ouais, bah, j'ai validé la formation recruteur de Formation Football. Donc c'est une formation, qui n'est pas reconnue par la FFF parce que, dans le monde du football, bon, la FFF délivre des diplômes, mais c'est surtout, pour les entraîneurs, mais il y a pas ça pour les recruteurs. Donc cette formation, juste, elle est créée par Enzo Djebali, qui est un scout actuellement en poste, au FC Dallas et qui est passé par le Stade de Reims notamment et donc qui est responsable en grande partie, bah, du succès de ce club sur les dernières années. Et du coup, c'est une formation que j'ai commencée il y a, il y a 10 mois, un peu plus peut-être et bah, dans laquelle en fait, on aborde tout le métier de recruteur, donc ça donne une méthodologie d'analyse, ça donne aussi, plein de connaissances sur la partie, contrat, législation, sur, l'environnement autour des joueurs, autour des agents. Enfin, ça fait vraiment un tour de tous les acteurs du football. Il y a des interviews, des podcasts, il y a plein de choses, c'est très, très complet et du coup, là, je l'ai terminé, bah, cette semaine, hein, enfin la semaine dernière, mais officiellement cette semaine et du coup, j'ai ce petit diplôme recruteur, non officiel, mais qui sert toujours et qui est une petite reconnaissance et qui m'a surtout beaucoup apporté. Eh ben écoute, tant mieux. Avec tous les changements qu'il y a en interne dans le staff de l'OGC Nice, hein, bah, voilà, si le club passe par là, sachez que voilà, on a un supporter fan du club et aussi du contenu de qualité. Donc, eh bien, n'hésitez plus en fait, hein. Foncez. Alors, on l'a dit, tu as l'habitude de faire des threads Twitter depuis quelques années maintenant. Mais avant, on va dire, de découvrir un peu ton travail, Vincent, l'actualité autour du club, Mmh. voilà, officialisation de Florian Maurice, Franck Hez. Quel est ton ressenti? Je suppose que tu es rassuré du timing, mais du choix des hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà rassurer du timing, rassurer aussi parce que c'est des hommes qui sont convoités sur le marché et que si tu les fais venir à Nice, c'est aussi que ton projet, il est un minimum attractif, qu'il y a un minimum de garantie. Donc ça, c'est déjà la première chose. Après, c'est la réalité du terrain qui jugera si les choix ont été bons, si le travail est bien effectué. Mais en tout cas, voilà, on a un directeur sportif, bah, qui est expérimenté, qui a fait ses preuves, qui a un très gros réseau et puis on a un entraîneur, qui est absolument passionnant sur le côté humain, sur le côté tactique
qui sort de 3 belles saisons à Lens et dont on a hâte de découvrir un petit peu, ce qu'il va faire, dans un nouveau contexte, dans un nouveau club. Donc franchement très, très satisfait, par l'ensemble autour du club, et je pense que Florian Maurice et Franck Hez, ils ont, des profils complémentaires et ça va être intéressant de voir, déjà sur le mercato ce que ça va donner, puis ensuite sur le terrain. Alors, on va commencer dans un premier temps par rapport. Enfin, on va rester sur Franck Hez. On va attaquer tout doucement, Vincent. Concrètement, l'équipe de Franck Hez, ça joue comment? Quelles sont, on va dire, les caractéristiques de son profil qui va nous amener tout doucement, on va dire, à une revue d'effectifs avec, on va dire, tes choix pour les joueurs partants, les joueurs restants, aussi toute la dimension contractuelle, pour ensuite présenter les recrues. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au style Hez? Déjà, on l'a vu à Lens, mais toujours dans le même schéma en 3-4-3 ou 3-4-2-1 si on veut. On l'a pas vu évoluer dans d'autres schémas. Cependant, j'ai quand même parlé avec des Lensois, des journalistes aussi, à l'équipe et qui m'ont confirmé que Franck Hez, c'est quelqu'un de pragmatique et qui n'hésitera pas à s'adapter à son effectif si besoin en est. Donc moi pour ce travail que j'ai réalisé, je suis parti du principe qu'il va être en 3-4-3 et donc au niveau de ce schéma de jeu, c'est un schéma très énergivore. Il faut des joueurs qui aient un gros volume de jeu, une bonne compréhension tactique, qui soient capables de se projeter, d'amener de la verticalité et surtout de prendre des risques dans les transmissions, dans les prises de risques en 1v1 avec ballon et un état d'esprit forcément très positif. On devrait avoir un gros changement à ce niveau-là par rapport à ce qu'on a connu avec Farioli, peu importe le schéma de jeu abordé. Donc voilà, ça va vraiment être important en tout cas sur le mercato, peu importe le schéma de jeu qui sera choisi, de choisir des joueurs en tout cas qui correspondent à ces principes-là en termes de volume de jeu, d'expérience, de polyvalence et de capacité à amener de la verticalité dans le jeu. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. Ce que je te propose, peut-être dans un premier temps, ce qu'on peut faire, Vincent, c'est les contrats Ouais, actuels, on va dire, dans l'effectif de l'OGC Nice, parce que Vincent m'a envoyé les slides en marge de l'émission. Bon, d'après Transfermarkt, attention, je vous mets tout de suite le document sous les yeux que m'a envoyé Vincent pour les contrats. C'est juste ici. Euh, tac. On a les contrats avec des joueurs à qui il reste un an de contrat. Alors qu'Efren Turam, aucune surprise. Jordan Lotomba, aucune surprise aussi. Dante, prolongation récente. mm, Teddy Boulendi, il y a eu une prolongation récente aussi. Mais on va dire les trois joueurs, Vincent, qui posent question à l'heure actuelle, dans un futur, on va dire, assez proche, c'est déjà dans un premier temps Pablo Rosario, ouais. Daouda Bah, Traoré, qui a eu quand même des convoitises l'hiver dernier de la Juve notamment, et puis Antoine ouais. Mendy, qui termine très très bien l'exercice 23-24. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces contrats-là? C'est des joueurs, surtout pour Antoine Mendy et Daouda Traoré, qui sont jeunes, qui sont encore en développement. Et je pense que là, il y a un vrai sujet au club. Il va falloir à la fois les convaincre du projet, de leur place dans ce projet-là. Et je pense que c'est une priorité de les prolonger parce que c'est des joueurs qui ont quand même un potentiel intéressant et sur lesquels tu pourras t'appuyer à court terme dans l'effectif. Pour Antoine Mendy, bon, on l'a déjà vu, il a fait des apparitions en Ligue 1, des matchs titulaires, donc il est un peu plus installé que Daouda Traoré. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont très convoités parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont du potentiel. Donc pour moi, la prolongation cet été, elle doit être discutée en priorité. Et après, on a le cas Pablo Rosario, donc lui qui est plus âgé, qui a déjà fait plusieurs années à l'OGC Nice, donc lui, il faudra voir la place qu'il a avec Franck Hez, à quel point Franck Hez compte dessus, mais je ne serais pas étonné qu'il fasse sa saison et qu'il parte libre l'été prochain. C'est pas un joueur qui a forcément une énorme valeur marchande non plus, donc c'est pas une priorité de le prolonger à l'instant T. Je pense que vraiment, voilà, si on réfléchit d'un point de vue économique et de projection, les priorités c'est Traoré et Mendy.
Alors on a aussi des joueurs à qui il reste 2 années de contrat, hein, vous les voyez, Marcin Bulka, Dupé, Hamidou Doumbouya, dont on risque peut-être de parler un peu plus tard, Naounou, Melvin Barr, qui fera aussi l'objet d'un sujet, Gaëtan Laborde, forcément, Evan Guessant, Tom Louchet et Badreddine Bonani. J'ai peut-être le souvenir que Bonani c'était 2027, non, la prolongation, en même temps que Boudaoui et Todibo. Peut-être. Après, moi, voilà, j'ai pris les données de Transfermarkt parce que c'est les seules données accessibles auxquelles j'ai accès, on va dire. Mais il y a forcément des coquilles parfois, donc c'est pas impossible non plus qu'il y ait des petites erreurs, hein. Je l'exclus pas, mais je m'en suis servi de base de référence pour la suite. Parce que c'est à prendre en compte dans un travail de direction sportive, de faire cette évaluation des contrats et évaluer qui doit partir, qui doit rester, qui doit être prolongé. Quand tu vois Thuram, Lotomba en fin de contrat dans un an, tu sais que le club va chercher probablement à s'en séparer. Alors, du coup, pour les autres joueurs à qui il reste 1 an de contrat, tu vois des ventes, du coup? Probablement, ouais. Alors après, Thuram, on a lu qu'il pouvait rester, qu'il n'était pas contre en tout cas de rester une saison et de partir libre à la fin de son contrat. Dante prendra sa retraite. Par contre, Lotomba, oui, je pense qu'il va partir. Et après, bon, les joueurs sous contrat jusqu'en 2026, on a encore un peu de marge pour voir venir. Donc ça, c'est pas un sujet prioritaire pour le moment. Ok, on va passer à la slide des départs, dans la continuité de ce que tu viens de nous dire. On va chercher ça tout de suite, parce qu'il y a aussi des retours de prêt, on l'a pas dit. Actuellement, on a du coup Ilie qui est en prêt, Brahimi qui est en prêt du côté de Ouais. Brest, Amraoui du côté de Amiens, Robson Bambou qui était aussi en prêt mais qui est en partance pour vraisemblablement Braga. Braga, Ouais, je crois que c'est ça. c'est ça. Machiaviti qui est descendu avec Sassuolo. Et puis sans doute les retours de Rosier à Besiktas. Voilà, on verra. Je vois qu'il n'y a pas Romain Perrault, donc ça veut peut-être dire déjà que tu t'es positionné sur le joueur, mais voilà, tu as sans doute la slide en tête. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus par rapport à ça? C'est que sur les joueurs qui ont été prêtés cette année, au final, il y a quand même il y a peu de réussite, on va dire. Ou en tout cas, il y a peu de joueurs qui semblent prêts à confirmer aujourd'hui sous Franck Hez. Je pense que le seul qui est apte, c'est Badreddine Buonanni, parce qu'il a du talent dans les pieds. C'est un garçon qui a déjà prouvé en Ligue 1 sous Didier Digard, qui, avec Lorient, dans une équipe qui est descendue, a eu un peu de temps de jeu et s'est pas montré ridicule du tout. Donc, si on venait à jouer en 3-4-2-1, je le vois très bien avoir sa chance à jouer dans un des deux milieux offensifs. Donc, euh, donc pour moi, c'est un des seuls joueurs prêtés cette saison qui peut tenir ce rôle. Pour les autres, ça va être compliqué parce que soit ils n'ont pas le niveau, soit ils sont dans une impasse. Je pense notamment à Viti. J'ai rien contre le garçon, il a du potentiel, mais je pense que mentalement, il se voit pas à Nice. Et je suis pas sûr qu'en termes de profil, en termes d'agressivité, en termes de volume, ça corresponde totalement à ce que cherche Franck Hez. Et Donc, pourtant, je me permets de te couper concernant mhm. Machiaviti. Les fois où il a été titulaire et même plutôt performant, c'était dans une défense à 3, axe gauche, si mes souvenirs sont bons, sous Lucien Favre. Pour toi, il n'y a pas de possibilité, du moins à l'instant T, sachant que c'est un joueur qui a signé, je pense, un contrat assez long de mémoire. Pour toi, la route, elle est barricadée à Nice. Pas forcément barricadé, mais on a eu des échos comme quoi le joueur n'était pas forcément emballé non plus de revenir à Nice. Son adaptation elle a été compliquée en France, donc lui-même, je suis pas certain qu'il ait envie de continuer, et il a tout de même une belle valeur marchande et une belle cote en Italie. Donc, dans un contexte où on annonce une petite réduction de voilure, si on peut prendre un petit billet sur sa vente, je pense qu'on s'en privera pas, sachant qu'on aura de quoi le remplacer. Ok, donc là dans les joueurs, je vois un coloris différent, donc je présume que Oui, Baldé Amraoui, de nouveau en prêt. c'est ça, exactement. Couleur orangée, ça va être les prêts. Donc, Baldé, parce que c'est un joueur qui est intéressant. Il a des qualités, il est très vif, très percutant. Mais aujourd'hui, je sais pas dans quel poste il pourrait jouer sous Franck Hez dans ce 3-4-3. Parce qu'il n'est pas assez mature tactiquement pour jouer, on va dire, sur le flanc offensif. Et en même temps, en rôle de piston, même si ça pourrait être intéressant offensivement, j'ai peur que défensivement, ce soit trop limite.
Donc, ouais, j'ai du mal à le voir compatible avec ce système de jeu et je pense qu'un prêt avec un peu plus de temps de jeu pourrait lui faire du bien. Et pour Amraoui, même si lui, il pourrait s'installer dans la défense à 3, j'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il n'est pas encore prêt, que ce soit au niveau physique, tactique et technique, pour la Ligue 1 tout simplement. Donc, s'il peut faire ses gammes en prêt, pareil, en Ligue 2 ou en National, je pense que ce serait une très bonne idée. Est-ce que c'est le moment où on aborde le sujet JC Todibo, Vincent? On peut, si ça te fait plaisir, on attaque. Bah, c'est que bon, tu lis comme, enfin, tu dis quand même depuis un certain temps qu'il y a un monde où JC Todibo reste à l'OGC Nice, qu'on soit bien d'accord. Sportivement, on est tous d'accord pour dire que l'actuel vice-capitaine de l'OGC Nice a totalement sa place. Et puis même dans le style S, je pense que c'est compatible. Maintenant, je pense que Nice, ça fait quand même des années qu'on ne sait pas vendre, on ne sait plus vendre et surtout on se trompe dans les timings. Bon, on va pas rappeler Youssef Attal après sa première saison, on va dire que son corps l'a pas forcément laissé tranquille, mais même Jean-Michel Seri, bon, avec la problématique avec le Barça à l'époque, enfin, je veux dire, on a besoin de réaliser une grosse vente. Bah, Surtout dans le contexte actuel par rapport aux droits télé, tu sais hmm. pas exactement combien de revenus tu vas avoir pour la saison prochaine. Il y a une zone d'ombre, hein, très clairement. Et j'ai peur en fait que bah, si effectivement il y a des demandes qui sont peut-être un peu trop supérieures on va dire à certains concurrents, effectivement, Todibo, bah, par défaut, quelque part, se voit rester à l'OGC Nice, dans lequel eh bien, il est performant, certes, mais à mon sens, il est dans une zone de confort. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Non, mais je comprends totalement, mais pour moi, c'est sûr que s'il y a, on va dire, une offre qui est faite et qui convient à tout le monde, autant aux joueurs qu'au club, il y aura probablement un départ. Maintenant, il y a Franquez qui est arrivé, donc ça peut faire changer des états d'esprit. Si Farioli était resté, pardon, je pense que ça aurait peut-être pas été pareil. Et puis il y a aussi bah, le mercato en lui-même. Il y a Nice qui attend un certain montant, il y a des clubs qui sont prêts à mettre un certain montant, et il y a peut-être une divergence à ce niveau-là aussi. Et puis Todibo, il partira, mais il partira pas n'importe où non plus. Donc à ce niveau-là, c'est un dossier qui peut traîner, parce que lui, il attend certains types de clubs, et pour ces clubs-là, lui-même n'est peut-être pas une piste prioritaire. Donc c'est un dossier qui peut, il y a un monde où le dossier peut durer longtemps, longtemps dans le mercato et se décanter en fin de mercato. Et il y a même un monde où il pourrait rester. Maintenant, soyons honnêtes, il y a quand même de fortes chances qu'il parte, hein. La logique voudrait que ce soit ça, autant pour lui que pour le club. Mais voilà, c'est pas fait à 100% que son départ soit acté. Si tu le vois partant, à combien, à ton avis, le transfert se ferait? Pour moi, ce serait autour de 40 millions d'euros, à peu près. Donc Joueur Tu rames si jamais il y a un départ avec son année de contrat, ça se situerait où? Aux alentours de... entre, entre 15 et 20, à part s'il y a une forte concurrence de plusieurs clubs sur le dossier, qui peut faire monter un peu les enchères, mais je pense que s'il n'y a pas 10 clubs dessus, ça sera entre 15 et 20. Alors on a vu effectivement cette semaine des rumeurs l'envoyant au Napoli, hein, s'agissant de Kefren Turam aux Mm. alentours de 30 millions d'euros. Bon, ça reste pour l'instant des rumeurs, mais on verra. Euh, on clôture sur cette slide-là avec, on va dire, ton état des lieux global. Avec, on va dire, déjà le dispositif, les joueurs qui ont leur place selon toi dans le GC Nice version 2024-2025 et l'identification des besoins spécifiques à certains postes. C'est Euh, ça. Avec eh bien, cette slide. Alors, Anto demande, je pense ironiquement, est-ce qu'on garde Mofi, Laborde, Guessant et possiblement Orakpo? Oui. Je suis même pas sûr qu'il y ait un choix à faire parce que quelque part on a les points liés, hein, s'agissant de certains joueurs, hein, grassement payés au niveau footballistique incertain. Donc, ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette slide-là? Bah, tout simplement que voilà, il y a des départs en défense centrale, donc c'était déjà un poste où on était un petit peu léger, j'ai envie de dire. Et maintenant, en défenseurs centraux de métier, si Todibo part, bah, il va rester que Dante et Antoine Mendy qui peut être axial droit,
mais bon, c'est pas son poste de métier, même si je pense que c'est là qu'il va s'épanouir, mais c'est pas là où il a été formé de base. Et à part ça, tu as le petit Doumbouya qui a 17 ans, mais qui est pas encore prêt non plus à assumer un rôle de titulaire. Donc voilà, t'as un chantier qui va s'ouvrir en défense centrale, surtout si tu joues avec une défense à 3. On sait aussi qu'il y a Youssouf et Rosario qui peuvent y dépanner, mais pareil, je préfère avoir des experts du poste parce que ça t'offre des garanties, parce que aussi Dante sera plus là l'an prochain et que si on peut gagner un an dans la préparation de son remplaçant, faudra pas s'en priver non plus. Sachant qu'aussi on va jouer une saison avec Coupe d'Europe, donc il y aura beaucoup de matchs. Le plan de jeu de Franck Hez, c'est assez intensif. Est-ce que Dante sera capable de tenir 50 matchs à ce rythme-là dans la saison? Bah, c'est pas certain non plus. Donc pour moi, voilà, il faut deux défenseurs centraux, ça me paraît primordial. Au niveau des gardiens, bon, j'ai pas fait d'état des lieux, mais pour moi, ça doit pas bouger. Après, voilà, si, s'il y a 30 millions sur la table pour Marcin Bulka, ce sera un autre débat, mais moi, je suis parti du principe qu'il doit rester et il doit faire encore une saison à l'OGC Nice. Et après, au poste de latéral droit, bah, c'est là où il y a le gros chantier aussi. C'est que Rosier et Lotomba n'ont pas convaincu. Donc, moi, je considère que Tom Louchet, c'est son poste, ce rôle de piston droit, parce qu'il est polyvalent, mais parce que on l'a vu notamment lors du dernier match à Lille cette saison. C'est un poste qui lui convient bien, autant offensivement que défensivement. Donc, bah, je privilégie les solutions internes. Question concernant Tom Louchet, est-ce que pour toi il a le coffre nécessaire, autant sur un côté qu'au milieu, pour eh bien, s'introduire dans le système de Franck Hez? Ouais, totalement. Pour moi, il est capable de répéter les efforts. Après, voilà, je le mets dans un rôle de doublure parce que, pareil, je préfère avoir un expert du poste, quelqu'un de plus expérimenté et qui pourra enchaîner les matchs. Mais c'est important de se dire que tu as ce joueur-là qui peut bah, être une solution interne et venir combler un manque. Donc j'imagine aussi voilà, une recrue au poste de piston droit, ça me paraît priorité absolue comme les postes de défenseurs centraux. Et après, il y a le débat du piston gauche. Aujourd'hui, on a Romain Perrault et Melvin Barr. Alors, Romain Perrault, dans ce système à 3 derrière, bah, je pense qu'en rôle de piston, le profil convient bien. Maintenant, il faudrait qu'on lève l'option d'achat. Et après, il y a Melvin Barr, dont le profil colle un peu moins à ce que demande ce poste-là. Maintenant, je pense qu'il est capable de s'adapter. Il sort d'une grosse saison. C'est quelqu'un qui commence à avoir un peu de minutes en Ligue 1 et plusieurs matchs. Donc ça y est, il commence à évoluer, à gagner en maturité, et je pense qu'il peut tenir ce rôle-là. Après, pour lui, c'est comme pour Boulka, je pense que s'il y a 15 millions qui tombent pour Melvin Barr, la réflexion, elle aura lieu sur un départ et donc un remplacement. Alors, il y a Drogba 31 000 qui nous dit Brassier et Logan Costa, ça devrait coller avec Hez. Piste somme toute assez intéressante. Au sujet de Melvin Barr, Hmm. vraie question, toi le fin tacticien, est-ce que tu n'imagines pas dans cette défense à 3 axe gauche? Compliqué parce qu'il manque de capacité physique, que ce soit en termes de vitesse, en termes de puissance, en termes de jeu de tête. Je pense qu'il y a des prérequis qu'il faut pour ce poste-là, et aujourd'hui, Melvin Barr, il les a pas. Il les a pas et ça peut être handicapant. Donc pour moi, c'est pas une solution à privilégier. Ok. On nous pose une question concernant le code couleur de cette slide-là. Il y a une raison particulière? Elle sera expliquée dans le trade demain. En gros, j'ai voulu différencier par tranche d'âge. Voir les joueurs qui étaient, on va dire, jeunes, donc moins de 21 ans, les joueurs plutôt dans la, on va dire, pas la force de l'âge, mais voilà, qui sont en maturité, qui ont plus de 21 ans et moins de 30 ans. Donc ça, c'est ceux en orange. De mémoire, j'ai pas la slide sous les yeux, mais ça doit être ça. Et après, les joueurs en rouge, donc c'est les plus de 29 ans que je considère comme joueurs d'expérience ou joueurs cadres. Et donc, j'ai voulu différencier comme ça parce que pour moi, un effectif, il doit être équilibré. Tu peux pas te permettre, si tu veux être efficace sportivement, d'avoir que des joueurs âgés, que des joueurs très jeunes. Je pense qu'il faut un équilibre et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce code couleur-là pour identifier un petit peu ce que ça voulait dire. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que on a peu de joueurs d'expérience ou en tout cas de joueurs âgés. Et un des seuls que tu as, il risque de partir, enfin, il partira à la retraite en fin de saison prochaine. Et à l'inverse, tu as beaucoup
de jeunes joueurs, donc qu'il faudra encadrer. Donc ça a aussi dicté un petit peu ma vision des choses concernant le mercato. Intéressant, intéressant. Euh, Lorsque je regarde ta slide, je vois que Dante, tu le mets au cœur de cette défense à 3. Digard avait mis Todibo au cœur de cette défense à 3 avec un Dante axe gauche. Oui. Il y a une raison particulière, je présume, le fait que tu l'aies mis là? Je pense que Franck Hez va vouloir jouer très haut, avec un bloc très très haut. Je pense que Dante se régalera plus dans un rôle, on va dire, de libéraux un peu plus bas, un peu plus en couverture, plutôt que dans ce rôle d'axial gauche où il devra faire énormément d'efforts, être capable d'aussi se projeter avec ballon. Donc voilà, il est capable de le Il faire, a la hein. qualité technique, hein. Il a la qualité technique. Maintenant, physiquement, il faudra être Hmm. capable de tenir les allers-retours, il faudra être capable aussi de couvrir les espaces lors des transitions. Donc ça va pas être simple non plus. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce rôle vraiment axial où il pourra aussi davantage dicter la défense à ses partenaires. Ok, ok, ok. Bien. Les postes désirés sont identifiés. Je te propose eh bien, qu'on commence tout de suite par le défenseur central gauche, Ouais. d'accord? Puisque c'est le premier dont tu as parlé dans ton développement. Avec, on va dire. Alors, vous allez voir, donc, on est bien d'accord. Les recrues, il y aura donc des propositions pour le défenseur central gauche, défenseur central droit, piston droit, piston gauche aussi. Il me semble que tu Ouais. as, tu as mis des pistes aussi, même si Je l'ai mis, mais uniquement en cas de en départ cas ou de blessure. départ de Melvin Barr. Ouais. Et plusieurs profils de milieu de terrain, des profils plutôt type milieu récupérateur et des profils plutôt, on va dire, avec une mentalité offensive. Déjà, ce qui est clair, c'est que tu ne recrutes pas de joueurs, on va dire, attaquants, ailiers. Non, 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 parce que pour moi, à gauche, tu as Jérémy Boga, tu as Sofiane Diop et tu as éventuellement Daouda Traoré, qui est pour moi plus un milieu offensif qu'un milieu pour être dans un double pivot. Daouda Traoré, aujourd'hui, il n'a pas le coffre ni les qualités tactiques et défensives pour jouer à ce poste-là, donc je le vois un cran plus haut. Et puis à droite, tu as Shaw, Buonani et Laborde. Laborde, ça fait débat, je sais. Mais pour moi, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui aussi est capable de répéter les efforts dans l'intensité, qui est polyvalent mine de rien. Et avec son expérience dans une année de Coupe d'Europe, je pense que ça peut être une bonne idée de le conserver, sachant aussi que avec son contrat où il démarche 300 000 euros par mois, on aura du mal à lui trouver une porte de sortie cet été. Donc autant le garder pour moi une saison supplémentaire et qu'il puisse encadrer ce groupe, apporter aussi son énergie. Voilà. Et il en va aussi de même pour Terem Moffi. Je ne suis pas convaincu de sa saison et de ses qualités. Mais maintenant, dans le profil Franck Hez, il est un peu plus compatible. Donc, si on peut le relancer, on va dire, après une saison mitigée et qu'il nous fasse une très belle saison avant de partir, franchement, je mise dessus. Est-ce que tu penses que son profil va coller au style Aise? Je pense, parce que c'est un attaquant qui aime les transitions, qui aime la verticalité. Et Franck Hez, il est réputé pour ça, hein. On l'a vu avec Wai, avec Openda. C'est des joueurs qui adoraient évoluer comme de cette manière-là. Donc moi, je pense que ça peut coller. Et franchement, sauf offre irrefusable pour Mofi, je vois pas pourquoi on partirait pas avec lui. Alors Matt nous fait une petite réflexion sur Dante. C'est vrai que après, j'ai du mal à le voir au cœur de cette défense à 3, dans le sens où effectivement il aura ce rôle un peu de couverture. Mais là où il excelle aussi, c'est quand il sort très proche de l'attaquant Mm. pour combler le fait que derrière, pour faire demi-tour, c'est compliqué. Ouais, mais ça, il pourra le faire quand il aura des attaquants de pointe seuls en face. Parce que l'attaquant de pointe seul, il va normalement venir se fixer sur lui. Donc là, à ce moment-là, il sera au duel en 1 contre 1, en cadrage. Et à ce moment-là, il pourra sortir dessus. Pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est plus. Dante, c'est plus, on va dire, dans les transitions défensives où j'ai un peu de mal. C'est que lorsqu'on va perdre le ballon et qu'on sera dans un bloc très haut, si un défenseur vient envoyer une diagonale dans son dos, un peu plus dans la largeur, je suis pas sûr qu'il ait la capacité à couvrir ça. Donc c'est pour ça que je le mettrai un cran plus bas dans ces phases-là. Ok. De toute façon, ça va dépendre aussi justement, eh bien,
du profil du défenseur central gauche, axial gauche. On va commencer tout de suite par un joueur. euh, Valentini, ça te va? Ça me va, Allez, tu nous présentes le joueur, 24 ans, Boca Junior argentin. c'est ça. Donc c'est un joueur. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en fin de contrat en décembre prochain. Pour le contexte, il a refusé une prolongation de Boca Junior. En fin de saison, là, du coup, il a plus trop joué avec eux parce qu'il y a des désaccords contractuels. Et donc, il y aura forcément une porte de sortie pour lui cet été à un prix raisonnable. Et c'est un joueur qui est assez courtisé, notamment en Italie, où il y a eu des intérêts de l'Inter Milan. Au niveau du profil, c'est un défenseur donc argentin, très agressif, on va dire. Peut faire penser un petit peu à Medina dans l'état d'esprit. Donc un joueur qui est plutôt un profil stopper, qui va venir sortir sur le porteur, très bon sur les tacles, sur les interventions défensives, qui met beaucoup d'engagement et qui est capable de courir aussi de larges espaces. À la relance, c'est plutôt propre, mais il y a peu de prise de risque, mais c'est tout à fait propre. Il y a juste, voilà, sur la défense en petit périmètre, il peut être un peu en difficulté parce que c'est un grand gabarit et que pour se retourner dans les petits espaces, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, pour moi, c'est un défenseur qui est très dominant au duel. Donc, il y a une bonne affaire à aller chercher pour lui. Tu disais justement grand gabarit, est-ce que tu as sa taille en tête parce qu'on nous le demande là? Là, je l'ai plus, mais je crois que c'est autour d'un 89, quelque chose comme ça. Ok, ok, ok. Bon, première piste assez intéressante, du moins économiquement parlant, et puis ça fait effectivement penser à Facundo Medina. Deuxième joueur, Vincent. On enchaîne avec, je vais le prononcer à la française, hein, Nathan. Ouais, Nathan, allez, à la Allez, brésilienne. Nathan, allez. Lui, c'est un joueur qui est brésilien et qui est arrivé à Naples la saison dernière. Il a fait quelques bons matchs et puis petit à petit, dans la saison un peu moyenne de Naples, il a eu plus de mal et il a eu aussi des soucis avec ses coéquipiers qui le considéraient pas assez haut niveau pour ce que demandait Naples. Donc aujourd'hui, il est, on va dire, sur le marché des transferts pour un prêt notamment. Moi, ce que j'imagine pour Nice, c'est d'aller le chercher en prêt avec option d'achat. Parce que c'est un joueur qui coche beaucoup de cases. Lui aussi, il est fort au duel, que ce soit au sol ou aérien. Il met beaucoup d'engagement, capable de défendre haut. Il est quand même assez mobile aussi à la course. Donc capable de courir de larges espaces. Et puis à la relance, c'est tout à fait correct aussi. Capable de chercher un peu plus haut, de jouer long. Donc pour moi, c'est un profil assez complet. Peut-être un peu plus à relancer parce qu'il sort d'une saison un peu compliquée. Mais en termes de profil pur, c'est un joueur que je trouve intéressant et en prêt avec option d'achat, tu prends pas trop de risques non plus à son sujet. Donc ça me paraît un petit profil sympa. Je présume que toutes tes pistes à ce poste-là sont des gauchers. Oui, Est-ce que c'est sa première année en Europe à Naples? oui, Hmm. Donc une place aussi peut-être d'extra-communautaire à prendre en considération. c'est ça. Ok. Très bien. Troisième joueur, assez intéressant. On essaiera de faire un sondage, les gars, pour eh bien, que vous puissiez nous dire exactement, ben, vous, quel joueur vous retenez. Sachant que je ne l'ai pas dit, la dernière piste pour chaque poste et recrue identifié, la dernière piste donnée par Vincent sera, eh bien, on va dire, sa préférée, dans le sens, on va dire, compatibilité, rapport qualité-prix, qualité, bref, on va dire le must, quoi. On passe à la troisième piste, on parle de Ashdari, Ouais. cette Alors fois-ci. là, on part sur un profil un peu plus jeune, mais qui est passé par la Juventus et le FC Bâle, donc qui est déjà suivi par de grosses écuries depuis le plus jeune âge, on va dire. Et lui, c'est un profil que j'ai découvert il y a peut-être un mois et demi, mais qui m'a vraiment bluffé parce que c'est un joueur qui est très 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 intelligent. On n'est pas dans le même profil agressif que par exemple Valentini ou Nathan, mais là on est plus sur un profil qui va exceller dans le placement, exceller dans l'anticipation, la prise d'information. Il sait très bien venir cadrer son porteur de balle et l'empêcher de se retourner. Et il a une superbe qualité de relance, jeu court, jeu long. Donc c'est un joueur qui est très 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 intéressant pour donner de l'équilibre.
Alors après, il est encore jeune. S'il y a un petit défaut que je vois en lui, c'est que justement, à vouloir être trop propre, bah, parfois, il se laisse un peu dominer sur certains duels. Il aurait tendance à, enfin, il gagnerait à être un peu plus agressif sur certains duels. Mais c'est un profil très très intéressant et que tu peux développer très facilement et qui peut devenir un vrai taulier, sachant qu'il peut aussi jouer latéral gauche. Valeur estimée 6 millions d'euros et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 10 millions pour Nathan. Donc dans l'éventualité que voilà, ce soit un prêt avec option d'achat. Ok, assez intéressant. Là, effectivement, c'est peut-être plus, on va dire, un choix. J'allais dire, j'ai pas vu son nombre de matchs exactement, mais un peu à la Viti, c'est-à-dire un joueur à développer pour en faire un joueur aguerri. Et on passe à la dernière piste, très actuelle, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui sort dans les médias. Il s'agit, bien entendu, d'un joueur qui va jouer la Ligue des Champions. Oui, oui, oui. On parle bien sûr de Lyon Brassier. Ouais. Ouais, pour moi, c'était un choix plus que logique parce qu'il sort d'une grosse saison, parce que c'est un profil très complet. Bon dans les airs, bon au sol, agressif, capable de défendre haut. Bref, il coche toutes les cases, il est polyvalent, il peut jouer défense à 4, défense à 3, c'est pas un problème. Et il est encore jeune, donc il y a une forte concurrence sur lui, forcément, parce que c'est un profil rare et demandé. Mais si Nice arrivait à le faire, pour moi, ce serait la meilleure équation possible. Donc ouais, franchement, là, on va dire, c'est ma piste favorite numéro un. Et bon, l'info est sortie comme quoi on était dessus. Je suis pas du tout surpris par cette info-là. Le sondage part tout de suite. Et d'ailleurs, Euh, j'avais une petite suite à ça, c'est que pour ce poste-là, j'ai pensé à Boskagli. Ah, intéressant. Fin de contrat dans un an, donc financièrement, c'est pas un frein, mais le souci, c'est que voilà, il joue la Ligue des Champions, il est capitaine du PSV, ça s'est pas forcément bien terminé à Nice, donc j'ai estimé que pour le joueur, c'était peut-être pas intéressant. C'est pour ça que je l'ai pas approfondi. Et il en va de même pour Christian Mawissa de Toulouse, que j'avais mis aussi dans mes priorités, mais qui devrait aller à Monaco si on a bien compris un peu les dernières infos. Donc ces deux-là étaient dans mes favoris, mais bon, pour des petites raisons, j'ai préféré ne pas en parler et partir sur des pistes plus simples, on va dire. Le sondage est parti. Votre meilleure piste au poste de défenseur central axe gauche. Vous avez 2 minutes pour voter. N'hésitez pas à donner un peu votre ressenti par rapport aux propositions de Vincent. Alors, Lilian Brassier, bon, il y a une concurrence, je présume. Il y a aussi la possibilité de le voir poursuivre du côté du Stade Brestois. On a vu que, je ne sais plus si c'était l'hiver dernier, l'AC Milan qui Ouais, et s'était Porto aussi. renseigné, Porto. Bon, une quinzaine de millions d'euros. Fin de contrat. Ah, il est en fin de contrat, il lui reste 1 an de contrat. Ah, il va partir, hein, ça c'est sûr. D'accord. Mais où? Ouais, en fait, c'est soit il prolonge et on va dire la cote elle est assez élevée pour voir une prolongation, soit effectivement il part. Il avait l'habitude de jouer dans une défense à 4 à Brest. Ouais, ouais, totalement. Mais bon, il a déjà joué latéral gauche aussi. Donc pour moi, par le fait que ce soit un profil un petit peu mobile, un petit peu polyvalent, j'ai aucun mal à le voir dans une défense à 3. Pour l'instant, Brassier recueille l'essentiel des votes. Nathan n'est pas loin. Hdari, vraiment 0%. Zéro vote. Ouais, mais c'est normal, Je pense que le côté jeune à développer, ça, ça ça, refroidit. ça a dû refroidir, effectivement. On va attendre gentiment la fin du vote. Effectivement, Brassier, je pense que c'est ok, c'est ambitieux. Est-ce que tu le vois justement dans ce poste spécifique? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du joueur pour les personnes qui ont peut-être un peu moins vu le Stade Brestois cette saison? Lilian Brassier, bah, c'est tout simplement vraiment un joueur très complet. C'est-à-dire que, il est fort à la fois dans le duel aérien, à la fois dans le duel au sol, parce qu'il a un bon timing d'intervention, il a une bonne capacité à anticiper aussi pour être proche du porteur et à la fois couvrir des bons espaces. Donc c'est un joueur à la fois intelligent, mature physiquement, mature tactiquement. À la relance, alors, bon, c'est pas non plus le meilleur relanceur de France ou d'Europe, mais c'est tout à fait correct. Il est capable de porter le ballon aussi pour fixer la ligne de défense adverse, de défendre haut. Donc voilà, ça fait beaucoup de cases qui cochent et qui conviennent à ce qu'on recherche à ce poste-là.
Et c'est pour ça, en plus, en fin de contrat 2025, c'est une opportunité à saisir parce qu'il est sur le départ et que bah, Nice, ça peut être un petit challenge intéressant, même s'il y a une forte concurrence. On nous pose la question concernant sa vitesse. Est-ce que c'est un joueur qui va vite? Il va vite, après c'est pas voilà, c'est pas Todibo non plus, en termes de vitesse, mais c'est un joueur mobile, donc oui, on va dire il a une pointe de vitesse tout à fait normale, en tout cas sur ce que j'ai vu, il y avait rien de particulier à ce niveau-là. Ok. Eh bien, Lilian Brassier remporte ce sondage. On passe, Vincent, eh bien, au poste de défenseur central axe droit, si tu le veux bien. Avec tout de suite les propositions. Alors, je vais juste voir quel joueur tu avais sélectionné. Je ne me le suis pas noté. Ok, c'est bon. Donc, première proposition, eh bien, un joueur qui était déjà sorti un peu dans les rumeurs, surtout avec l'ancien directeur sportif Florent Ghisolfi. Il s'agit de Christopher Wu, actuel joueur eh bien, du Stade Rennais. Dans une impasse, il a un peu moins joué, on va dire, cette saison. Valeur estimée 6 millions d'euros, contrat encore de 2 ans, 22 ans, international ghanéen, Camerounais, il me semble. Camerounais, ouais, je dis n'importe quoi. J'ai tenté, ouais, Ghana, c'est pas du tout ça le drapeau en plus, c'est terrible. Mais bref, Non, un joueur qui risque d'être absent pendant un mois et demi sur, on va dire, le début d'année, quoi, février. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le joueur? bah, c'est un joueur que je trouve sous-coté parce que il a un profil physique et technique bah, qui fait qu'en fait c'est là aussi un profil assez complet. J'aime beaucoup sa façon de relancer parce qu'il a beaucoup d'aisance balle au pied pour remonter le ballon, pour chercher des passes dans le cœur du jeu, des passes dans la largeur, jouer long aussi. C'est un excellent relanceur, donc ça, dans le style Franck Hez, ça correspondrait bien. Et puis voilà, physiquement, c'est un joueur très mobile, bon à la tête, plutôt bon dans le duel au sol. Après, il est capable de quelques errances défensives, mais pour moi, voilà, c'est un joueur qui va pas coûter forcément cher, sur lequel on est depuis un bon moment et voilà, dont le profil va cocher les cases de ce qu'on recherche. Ah, je t'entends plus. Ok, j'ai remis mon micro, tout va bien. Deuxième piste, défenseur central axe droit, on va parler. Et d'ailleurs, quand j'ai vu son nom, ça m'a fait penser à Lucien Favre. Il n'en avait pas parlé de ce joueur-là. C'était pas les rumeurs Martin Wittig, ça te parle pas ça, Vincent? C'est possible, après je me souviens plus, mais c'est possible. T'as préféré oublier le deuxième passage de Lucien Favre, Ouais, ce que je peux je comprendre. Ouais. garde le premier, c'est tout. Vitic, défenseur central tchèque, à qui reste Ouais. 2 ans de contrat, 10 millions d'euros en valeur estimée, joueur du Sparta Prague. Je te laisse nous en parler. Lui, alors pareil, il joue déjà dans une défense 3, hein, dans ce poste d'axial droit, donc il a l'habitude de jouer plusieurs saisons qu'il enchaîne les matchs et en se montrant performant. C'est un grand gabarit, 1,90 m ou 92 de mémoire, mais il est quand même mobile, il est très puissant, il n'hésite pas à venir chercher haut le porteur de balle, mais il est quand même capable d'anticiper, de bien se positionner et de couvrir des espaces. Et à la relance, voilà, sans être non plus un excellent relanceur, c'est un joueur très intelligent, qui a une bonne vision du jeu, capable de jouer court. Lui aussi, il est jeune, hein, donc c'est un joueur à développer forcément, mais qui a déjà une belle petite expérience bah, au haut niveau et même en Europe. Ok, ok. En termes de profil, enfin, ça a l'air quand même d'être un joueur assez grand physiquement. Ouais, ouais, c'est un gros gabarit, vraiment physique, imposant, 1,90 m, 92 et voilà, physiquement, il est puissant aussi, il dégage beaucoup de puissance musculaire. Donc ouais, c'est un beau bébé, hein, franchement, au duel. Parmi les joueurs que tu as cités en défense, autant axe Ouais. gauche qu'axe droit, est-ce que le côté statistique est rentré en jeu? Parce que c'est vrai que on marque peu sur coup de pied arrêté et Todibo cette saison, je crois pas qu'il ait marqué. Dante a marqué une fois à Strasbourg, c'est quand même très peu. C'est très peu, c'est vrai, mais parce que aussi on a très peu de joueurs de tête de base. On a Dante, Todibo, mais à part ça, bon, c'est quand même
limité, hein. Youssouf, c'est pas un joueur de tête malgré qu'il soit très costaud. Rosario non plus. Bon, on n'a pas non plus. Voilà, Mofi, c'est pas non plus un joueur de tête. On avait Guessant, et d'ailleurs, il a marqué de la tête 2 fois, je crois. Mais oui, c'est à prendre en compte dans le sens où, pour moi, de toute façon, un défenseur central, encore plus après avoir fait la formation que j'ai suivie, un défenseur central, il doit avoir des prérequis en termes de physique, en termes de puissance, en termes de jeu de tête. Donc, forcément, je me suis basé sur des profils qui physiquement cochaient des cases plutôt que des profils pas adaptés. C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, j'avais pensé à Ismaël Doucouré à ce poste de défenseur central droit, mais en termes de taille, en termes de jeu de tête, bah, j'avais des doutes, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les pistes prioritaires. Surtout il était un peu dans les petits papiers à l'époque de Julien Fournier, quand il était, il me semble, à Valenciennes avant qu'il signe à Oui. Strasbourg, je crois, dans les rumeurs. Petit rétropédalage sur Christopher Wu. Babin nous demande est-ce que tu sais pourquoi il ne s'est pas imposé à Rennes? Il s'est pas. Alors, bon, il a joué, mais je pense qu'à Rennes, en fait, il y avait une défense globale qui était très jeune. Il y avait Bélocian, Omari, Wu, même Théâtre qui est pas très âgé non plus. Donc, c'était une défense en manque de confiance. Et je pense que il a payé un peu ce manque de confiance. Après, je sais qu'il a eu quelques petits pépins par moment. Mais après, j'en sais pas plus pourquoi il s'est pas réellement imposé, hein, mais voilà, c'est des explications qui peuvent tenir concernant cette, ce non-rôle de leader qu'il avait. Ok, joueur suivant, défenseur central, axe droit, on y est toujours. On parle bien d'un joueur de l'académie lyonnaise, comme on aime bien en recruter, actuellement à Salzbourg, si je ne dis pas de bêtises. Oumar Exact. Solé. Ouais. Donc là, pareil, on est sur un joueur qui est déjà très bien implanté au niveau professionnel. Plusieurs saisons avec Salzbourg. Il a joué la Ligue des Champions. Donc il y a une belle petite expérience aussi. Et, c'est un joueur en fin de contrat dans un an. Donc sur le départ, il va pas coûter excessivement cher non plus. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Et aussi parce que voilà, lui aussi c'est un profil physique qui est très intéressant, hein. Il est mobile, il n'hésite pas à venir au duel. Une qualité de relance aussi correcte parce qu'à l'école Salzbourg, bah forcément, on développe ces compétences-là. Donc, c'est un joueur entreprenant et c'est un joueur qui arrive, on va dire, à maturité dans sa façon de jouer. Et je pense que ça peut être un très bon complément à Dante dans cette défense centrale. Quinzaine de millions d'euros quand même, un prix assez élevé. On sait qu'il y a une connexion aussi très claire dans la galaxie Red Bull avec Leipzig. Donc C'est ça. pas impossible aussi de le voir signer du côté de l'Allemagne et perpétuer un peu les défenseurs centraux français qui ont performé à Leipzig. On passe à la dernière. Oui, j'ai dit 15 millions d'euros. Français aussi, c'est une donnée à prendre en Oui, considération. Qui connaît le championnat, même s'il a eu quelques apparitions avec Lyon. On passe à la piste qui a retenu, on va dire, toute ton attention. ouais, Je parle bien sûr d'un joueur actuellement en Ligue 1 qui va voir son coach partir rejoindre le RC Lens. On parle bien sûr d'Agbadou. Défenseur central cette fois-ci ivoirien, je ne me trompe pas. Là c'est ça. aussi, c'est une donnée à prendre en considération. 26 ans, à qui il reste 3 années de contrat pour une valeur de 15 millions d'euros. Il me semble qu'il vient du championnat belge, un championnat Oui. que tu connais, que tu suis pas mal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc lui, bah, pareil, un peu comme Brassier à gauche, bah, lui c'est à droite un joueur qui coche toutes les cases parce que il a de l'expérience, 26 ans, ça y est, il a déjà une belle carrière, on va dire, qui est entamée. C'est devenu un des leaders défensifs du stade de Reims. Au niveau physique, c'est un joueur qui est totalement dominant. J'ai pas les stats sous les yeux, mais tu as dû les afficher, je pense, le graphique. C'est un joueur qui est extrêmement complet. Défensivement, avec ballon, il est capable de trouver des axes de passe sublimes. Donc voilà, c'est un joueur bah, qui va t'assurer en fait une couverture de la profondeur, qui va t'assurer de la présence au duel, qui va t'assurer une qualité de relance certaine. Donc voilà, il coche toutes les cases. S'il y a une offre à faire, il faut aller le chercher parce que voilà, Reims n'est pas européen comme il l'espérait. Il y a un changement de coach, donc il va forcément être sollicité. Et je pense qu'il y a une petite porte qui s'entrouvre pour aller le chercher.
Après, Lilian Brassier, Emmanuel Agbadou, c'est pas non plus les pistes, on va dire, les moins onéreuses, quand on y pense. Non, c'est sûr. Après, pour moi, c'est quand même des postes où tu as besoin de garantie. Donc, si tu as un poste où il faut investir un minimum, c'est celui-là. Tu vas devoir remplacer Todibo, qui formait la meilleure charnière centrale avec Dante. Donc, voilà, c'est intéressant de partir sur des joueurs sur lesquels tu as le plus de garantie possible. Sachant que autant on a un peu de visibilité sur le dispositif que risque de choisir Francaise, autant on n'a aucune visibilité sur les moyens alloués par notre investisseur. Donc c'est vrai que bon, on se doute que ça va pas faire péter le 100 millions d'euros cet été, mais je pense que Florian Maurice et Franck Hez n'ont pas signé non plus sans garantie sur le mercato. Bah, pour l'instant, ça forme une belle charnière, une belle défense à 3 en tout cas, qui connaît bien le championnat. Euh, En tout cas, et puis bah, pour l'instant, on est sur une trentaine de millions investis si on suit un peu les valeurs estimées. Est-ce que tu as fait la balance budgétaire ou pas? Alors, moi, j'ai estimé qu'en vente, on allait récupérer, avec ce que j'avais noté, on allait récupérer autour de 70 millions d'euros. Et comme budget, je me suis fixé 60-65 millions d'euros. Ouais, bon, Euh, un peu dans la voilà, continuité des dernières années. Que dit c'est pas le loin. chat? Oh, égalité parfaite entre Christopher Hu et Omar Solé. Ok, ok, ok. Égalité parfaite entre ces deux joueurs. Voilà, et bien écoutez, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin évident à ce poste-là, surtout si tu joues à 3 derrière. Hmm. Mon cher Vincent, on passe au poste de. On va commencer piston gauche dans l'optique d'un Allez. départ de Melvin Barr. Avec eh bien, le premier joueur. Euh, Tac, tac, tac. On parle de Gomez, Sergio Gomez, actuel Ouais. joueur eh bien, de City. Il a été prêté, je crois, cette saison, non? Quelque part. Non, il a joué. Il a joué à Un petit City. peu. Un D'accord. petit peu, pas beaucoup, mais il a joué. Ok. Sergio Gomez, dans ce rôle un peu de piston, il lui reste 2 ans de contrat pour une valeur voilà, de 15 millions d'euros, espagnol forcément. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le joueur? Alors lui, je l'ai cité aussi pour un prêt avec éventuellement une option d'achat parce que à City, sa situation, elle est un petit peu bouchée. Donc j'estime que autant pour le joueur que pour Nice, ce serait peut-être un petit pari intéressant. C'est un joueur que j'ai découvert quand il jouait en Belgique, parce que il avait sorti une saison, je crois, une dizaine ou douzaine de passes décisives, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, c'est un joueur qui peut jouer sur tout le flanc gauche. Il peut jouer aussi milieu, voire ailier. C'est un joueur qui est très bon techniquement, capable de répéter les efforts à haute intensité, capable de trouver de très bons axes de passe, des axes de centre aussi. Défensivement, c'est un peu moins efficace, mais ça fait quand même l'affaire. Et si derrière lui, tu as un joueur capable de couvrir, bah, je pense que ça fait l'affaire. Donc, ouais, une opportunité de marché, on va dire, qui s'offre, et un joueur assez complet et qui a besoin de retrouver du temps de jeu. Ah, effectivement, c'était ce joueur qui joue à Dortmund pour les aficionados de FM à l'époque où il était considéré comme un numéro 10. Assez étonnant de le voir effectivement plus dans un rôle de piston. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a tout l'air d'être un peu le. Je sais pas, dans le profil, je pense à un peu Angelino aussi, tu sais, le joueur un peu qui ne jouait pas à City, qui a pu a fait des prêts à droite et à gauche, qui avait été ultra performant, notamment du côté de Leipzig. Mm. Donc pourquoi pas. Le profil semble en tout cas très intéressant et surtout ambitieux. Et je pense que l'ambition c'est bien aussi. Deuxième piste au poste de piston gauche. On va parler d'un joueur qui s'appelle Leonardo Lelo, portugais. Euh, c'est vrai que les latéraux portugais, on aime bien à Nice, du moins on en a bien aimé un. À Ouais. Lille aussi, cette année, ils ont bien aimé le pendant à droite. Joueur de Casapia, qui est âgé de 24 ans. Et là, pour le coup, valeur estimée 6 millions d'euros. C'est l'avantage un peu de la Liga NOS, c'est qu'il y a de la qualité, mais à des prix quand même assez raisonnables. Qu'est-ce que tu C'est peux ça. nous dire sur Leonardo Lelo? Bah, c'est un joueur qui confirme un petit peu de saison en saison, qui est déjà aussi suivi par des écuries comme Lille. Je crois qu'il y avait Benfica et Porto qui le suivaient à un moment donné d'assez près. C'est un profil, un petit gabarit très actif. Je crois qu'il fait autour d'1,75 m, pas très grand. Mais par contre, il est assez trapu, assez véloce aussi. Il n'hésite pas à répéter les efforts, à se projeter.
Au duel, il met beaucoup d'intensité et il a une excellente qualité de centre. Donc c'est un joueur que je trouve intéressant, à un prix assez raisonnable et qui pourra apporter dans ce rôle de piston un petit peu de qualité technique, de bon centre et ainsi créer des occasions de but. Ouais, et puis je pense que c'est un marché vraiment intermédiaire, ce marché un peu portugais Ouais. comme le marché belge, etc. Même l'Europe de l'Est, je pense aussi, où on doit piocher voilà, dans ces joueurs qui oui, sont peut-être un peu moins flashy, ont un standing un peu moins élevé, mais qui sont intéressants, surtout si on veut acquérir cette place un peu de club tremplin. Alors attention, c'est pas péjoratif, mais de se dire que voilà, on prend des joueurs, on les fait grandir et ensuite on réalise une très belle vente. En tout cas, c'est intéressant. Troisième piste au poste de piston gauche. Là aussi, un joueur qui connaît bien la Ligue 1, puisque c'est un actuel joueur du LOSC, Goodmanson. Ouais. Là aussi, valeur marchande, 6 millions d'euros, encore 2 années de contrat. Cette année, c'était tantôt lui, tantôt Ismaili, même si Ismaili semblait quand même un peu plus titulaire, Goodmanson rentrait en Mm. cours de match la plupart du temps. Il me semble qu'il est droitier par contre, non? Ou peut-être Non, non, ambidextre? non, Non? Gaucher, non, il est excusez. gaucher, hein. Ok, ok, ok. Ouais, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le joueur? Bah, déjà qu'à Lille, il jouait peut-être pas parce que dans le système de jeu, enfin peut-être pas. En tout cas, il était en alternance et pas titulaire forcément au poste parce que Ismaili est un vrai défenseur gauche, là où lui, il a un profil un petit peu plus hybride, un peu plus offensif, plutôt de milieu gauche, on va dire. Et du coup, on l'a même vu rentrer au poste d'ailier gauche à certains moments avec Lille. Mais pour moi, c'est un joueur qui a un état d'esprit irréprochable déjà, dans un premier temps, qui va amener de l'équilibre, beaucoup de courses, beaucoup de volume de jeu, d'intensité. Et c'est un joueur porté sur l'avant, qui n'hésite pas, même si c'est pas non plus un joueur exceptionnel, qui n'hésite pas à se projeter, à amener du danger par ses centres, par ses passes. Donc pour moi, c'est une affaire sur un joueur qui va pas coûter très cher, qui va t'apporter des garanties au niveau tactique, au niveau technique, au niveau de la polyvalence. Donc si tu as un départ un petit peu inattendu à ce poste de piston gauche, on va dire que ce soit Barre ou Perrault, bah, ça me paraîtrait une belle option à saisir. Ok, et on passe désormais, on va dire, à ta piste préférée dans le cas où effectivement Melvin Barr serait amené à partir et qu'il aurait une place à prendre à ce poste de piston gauche. On va en Angleterre, du côté, enfin en Angleterre non pas du tout, on va en Belgique plutôt pour un joueur anglais, il s'agit de Archie Brown. La hitmap, elle est effrayante. Vraiment, c'est assez incroyable. J'avoue que je ne connaissais pas le joueur. Attention, hein, l'expert ici n'est pas celui que vous pensez, quoique. Mais Archie Brown, 22 ans aussi, 10 millions d'euros, 3 années de contrat. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le profil? Bah, lui, alors déjà, il a joué aussi axial gauche dans une défense à 3. Donc ça Intéressant. apprend. Mais le profil, il est trop spécial dans le sens où il fait 1,90 m et c'est une fusée. C'est un monstre en fait, c'est un monstre physique parce qu'il est capable de répéter les efforts à haute intensité pendant 90 minutes dans tout le couloir. Défensivement au duel, bah, forcément avec son 1,90 m et sa puissance, il s'impose. Et puis il ne cesse de se projeter, de trouver des solutions dans son couloir, d'amener des centres, d'amener des passes. Alors il manque un peu de justesse dans le dernier geste pour le moment, mais je trouve que le profil physique et volume de jeu est juste phénoménal. Pour 10 millions d'euros, c'est vraiment un prototype au poste. Donc ouais, ce serait un très très beau coup à aller chercher. Et j'ai d'ailleurs lu que Lyon était dessus. Donc bon, voilà, il y aura de la concurrence aussi sur le dossier. Ok, intéressant à suivre, effectivement. 1,90 m, c'est pas commun. Là aussi, même un Anglais qui performe en Belgique, c'est pas commun aussi. Donc à voir aussi, je pense que ce qui va être intéressant, comme tu le disais, c'est de voir un peu l'issue concernant Melvin Barr. Il faut aussi qu'il y ait des Mm. courtisans, il faut aussi qu'il y ait un prix qui soit fixé, qui convienne à tous. Si tu le veux bien, on va passer au poste de piston droit. Ouais, Dès à présent, parce que c'est là où il y a, on va dire, pas la mal chance. de, pas mal de boulot, avec eh bien, un joueur, on va commencer par le premier joueur, que connaît bien notre ami Franck Hez,
Eh bien, on parle de Frankowski. Voilà, là aussi, un profil intéressant, polyvalent, qui connaît bien le championnat, qui est 29 ans, qui a 29 ans, qui a un profil aguerri. Euh, voilà, encore par contre 4 années de contrat et pour une valeur de 10 millions d'euros. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le profil? Bah lui, je l'ai choisi comme tu l'as dit parce qu'il est polyvalent, il peut jouer à droite et à gauche. Il est aguerri, expérimenté. Il a déjà joué sous Franck Hez, donc Hez saura l'utiliser de la meilleure des façons possibles. Et même s'il a 4 ans de contrat encore, on a vu que Lens était à la recherche de vente et de sous. Donc il est potentiellement sur le départ et ça pourrait ne pas coûter excessivement cher. Donc voilà, pour moi, c'est un profil complet qui va t'apporter de l'équilibre défensivement, offensivement, de l'expérience aussi au niveau européen, parce qu'il a joué la Ligue des Champions cette saison, et une superbe qualité de centre et de projection. Donc voilà, c'est un profil complet et qui coche beaucoup de cases, même si voilà, 4 ans de contrat, c'est pas forcément évident à aller chercher, mais vu la situation lensoise, pareil, ça peut être une opportunité à prendre. Ouais, effectivement, la recherche de liquidité, ça peut être une opportunité. Maintenant, 4 ans de contrat à 29 ans, il y a aussi une réflexion derrière par rapport au projet, mais en tout cas, à l'instant T, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. On a une question concernant Mukiele en tant que piston droit. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut être intéressant dans l'optique, on va dire, d'un prêt avec option d'achat? Voilà, est-ce que pour toi, il y a une opportunité? Après, salaire PSG, attention, Ouais. on le sait aussi. Et puis, piston droit ou défenseur axial, Axial axial droit, droit? je pense, hein. Hmm. Moi, je suis plus axial droit pour Mukiele. Et après, en effet, le salaire, alors là, je l'ai pas de tête, hein, mais je pense que ça dépasse 500, largement. 600 000, hein, je pense, hein. Voilà, donc connaissant la politique, on va dire financière sur les salaires, je pense pas qu'on mettra un salaire comme ça sur un joueur comme Mukiele. Donc c'est pour ça que j'y ai pensé aussi dans ma liste, il y était, mais ça me paraissait trop compliqué. Deuxième profil, eh bien, on reste du côté des connaissances de Franck Hez, mais un joueur qui est parti du côté du club, copain, ou pas d'ailleurs, Jonathan Klaus, Ouais. latéral, qui va jouer l'Euro cet été avec l'équipe de France, qui a marqué d'ailleurs hier soir contre le Luxembourg, 31 ans, à qui il reste une année de contrat. Tiens, étonnant, il a signé pour peu. 6 millions d'euros, bonne saison, j'ai l'impression dans la globalité. J'ai l'impression en fait que Klose, c'est de belle qualité, mais c'est des cycles, en fait, des cycles où il va Mm. être très performant, des fois où il va être eh bien, en délicatesse, et moi j'ai de gros doutes physiques sur le profil. Après, ça n'engage que moi, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, déjà à Marseille cette saison, il avait plutôt bien commencé la saison. Je le trouvais voilà, assez régulier, assez intéressant et avec un apport offensif conséquent. Derrière, il y a eu des grosses tensions avec sa direction. Je me souviens de l'épisode avec Benatia quand les deux se tiraient dans les pattes. Là, il est en fin de contrat dans un an. L'OM cherche à le vendre. Lui, il va pas chercher à rester là-bas. Donc un an de contrat restant, ça va pas coûter excessivement cher. Alors oui, il a quand même un salaire imposant de mémoire autour de 200 ou 250 000 euros mensuels. Mais c'est un joueur d'expérience et lui aussi, il a connu Franck Hez. Lui aussi, c'est un expert du poste. C'est son poste préférentiel sans aucun doute. Et puis voilà, il a une qualité de centre, une qualité technique, une faculté à se projeter qui fait que forcément, si tu cherches un piston droit, bah, le fait qu'il y ait cette opportunité à un an de la fin de son contrat, euh, Klose, ça me paraît être une bonne idée. Après, je suis comme toi, il y a quelques doutes sur le physique, sur l'aspect mental aussi, parce qu'on l'a vu qu'il était capable de plonger par moment. Mais voilà, jouer à Marseille, c'est toujours un contexte particulier, c'est jamais facile. À Nice, il aura peut-être moins de pression, il aura peut-être un entraîneur avec qui il s'entend mieux. C'est dans ces conditions que je pense que ça serait pas une mauvaise idée non plus. Ok, on passe à ta troisième suggestion au poste de piston droit. C'est une découverte de mon côté. Alessio Castro Montes, latéral belge qui joue à l'Union Saint-Gilloise. Euh, voilà, 2 ans de contrat encore, 7 millions d'euros. Et puis, ouais, une hitmap, on va dire, très offensive. Euh,
est-ce que les profils que tu nous as cités en piston, c'est Ouais. uniquement, ils peuvent jouer dans une défense à 4? T'as filtré par rapport au système dans lequel ils avaient l'habitude de jouer ou ça n'a pas été un élément Ça important a à tes été yeux? un élément important, à la fois oui et non. En fait, s'ils ont l'habitude de jouer dans une défense à 3 et du coup dans ce rôle de piston, forcément c'était intéressant, sachant que je suis parti sur un principe de 3-4-3 pour, Franck Hez. Maintenant, tu verras avec la dernière piste que j'ai aussi évalué des joueurs capables de jouer dans une défense à 4. En fait, pour moi, c'est vraiment les qualités, hein. Un piston droit, je cherche un joueur qui a du volume de jeu, capable de répéter beaucoup d'efforts et de courses à haute intensité. Un joueur capable d'apporter offensivement par ses centres ou ses passes. Et puis défensivement, tout simplement savoir tenir son couloir, hein, sans être exceptionnel non plus, mais assurer le minimum tactiquement. Donc, j'ai cherché tous les profils qui correspondaient à ce niveau-là, et c'est comme ça que j'ai isolé les quatre, à la fois au niveau data et au niveau vidéo. Ok, ok, ok. On passe à ta. Alors ça m'a étonné. Ça m'a étonné que tu aies retenu ce joueur-là. Bon, bah, forcément, parce qu'on se rappelle de son match contre Jérémy Boga lors du match aller cette saison où ça avait été compliqué. Il a été aussi prêté en cours de saison à Burnley, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe de Vincent Compagnie. Oui, On parle bien sûr de Assignon, pur produit du centre de formation du Stade Rennais. oui. Oui, ok. Euh, la slide, elle est là, et c'est pour toi la piste à aller chercher prioritairement à ce poste de piston droit. Ouais, parce que voilà, en termes de salaire, ce sera pas excessif. Il était prêté à Burnley qui avait une option d'achat, mais Burnley est descendu, donc Mm. lui ne veut pas rester là-bas. Et à Rennes, j'ai cru voir qu'il était en conflit avec Stéphane. Donc comme Stéphane devrait continuer comme coach, bah, lui, il est sur le départ. Et on parle d'une offre autour de 7 à 10 millions d'euros globalement. Et pour moi, c'est un joueur qui, en plus d'être français, donc bon, c'est toujours important pour les enregistrements de joueurs pour la Coupe d'Europe. C'est un joueur qui est encore assez jeune, qui a quand même une belle petite expérience en Ligue 1, et qui a un profil physique, lui aussi, capable de répéter les efforts, capable de se projeter, d'apporter offensivement par ses centres, par ses passes, par ses combinaisons. Donc voilà, je l'ai noté parce que c'est un profil aussi sur lequel, si tu arrives à le faire, tu vas pouvoir capitaliser dessus 2, 3 saisons, et qui va t'apporter des garanties au poste. Donc pour moi, c'est une piste prioritaire à aller regarder. Ok, intéressant. La capacité aussi de jouer à 4, à 4 derrière, il l'a fait, du moins cette saison. Voilà, Laurent Assignon, joueur du Stade Rennais, on nous dit dans le chat qu'il est né à Grasse en plus. Oui, Voilà, c'est vrai. donc de la région. Pour l'instant, Jonathan Kloss est en tête dans les sondages. Voilà, sans doute des Marseillais qui veulent nous le refourguer, hein, sans aucun doute. Non, mais c'est vrai que pour le coup, à l'instant T, c'est peut-être le joueur voilà, qui bénéficie aussi d'un Oui. rayonnement plus important, qui est international français, qui a un pic de carrière qui est intéressant. Mais c'est vrai que, bon, voilà, pour l'instant, on est sur une égalité parfaite. J'attends la fin du sondage pour qu'on se penche, Vincent, sur le milieu de terrain, parce que là aussi, il y a quand même énormément de mouvements. On n'a pas parlé aussi lors des départs, mais de Hichem Boudaoui, hein, mine de rien. Mm. Enfin, c'est dire la déception. Alors, débat un peu parallèle, mais lié aux joueurs prolongés il y a un an et demi jusqu'en 2027. Tu l'as mis dans les départs, il me semble. Oui. Déjà, tu penses quoi du joueur cette saison? Et tu penses qu'on peut en retirer combien si transfert il y a? C'est un joueur, je trouvais qu'il avait plutôt bien débuté la saison, jusqu'à la trêve hivernale, la CAN, et puis au retour de la CAN, il a progressivement perdu sa place. Il a été très très peu influent. On le sentait vraiment emprunté, tactiquement, physiquement. On avait l'impression qu'il savait pas trop où se placer, qu'il avait aucune capacité à faire des différences, défensivement et offensivement d'ailleurs. Et ouais, un joueur qui a au final très très peu apporté, et je suis vraiment un peu déçu parce que pour moi ça aurait dû être un joueur sur lequel on devait compter. Ça rime aussi peut-être avec le départ de son pote Youssef Attal, ça l'a peut-être affecté au niveau quotidien, j'ai envie de dire. Donc là j'ai l'impression qu'il arrive au bout d'un cycle à Nice, et c'est pour ça que j'imaginais un départ cet été.
Je pense que s'il y a une offre de 5-6 millions d'euros qui arrive sur la table, il partira. Rends-toi compte, 5-6 millions d'euros. Mm. Alors, je vous remets le petit graphique concernant, on va dire, l'identification des recrues pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas parlé aussi d'un joueur, Vincent. Oui, C'est le petit Camara oui. du centre de formation. Est-ce que tu peux nous le présenter peut-être un peu plus en détail et pourquoi est-ce que tu l'as incorporé dans la rotation au milieu de terrain? Parce que pour l'instant, on va voir tes recrues. On a Morgan Sanson, on a Pablo Rosario et on a justement Camara. Ouais, Camara, parce que alors c'est un petit gabarit, mais très physique, très trapu, qui dégage beaucoup de puissance sur les appuis. Et en fait, c'est un milieu défensif à la base, qui est excellent sous pression pour ressortir les ballons, que ce soit à la course, que ce soit à la passe. Il a une faculté à se projeter très vite et à trouver des passes verticales. Donc, pour moi, avec ce volume de jeu aussi qu'il a, il est capable d'avoir une chance à jouer avec Franck Hez dans ce double pivot au milieu. Euh, et comme j'ai toujours dit, les solutions internes, il faut savoir capitaliser dessus. Donc pour moi, ça me paraît intéressant en complément d'avoir un joueur comme lui à développer. Et je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir chez nous. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris en compte et j'ai hâte de voir un peu à la préparation s'il en fait partie et si oui, ce qu'il est capable de faire. Babin nous demande si c'est dur d'imaginer Youssouf dans un double pivot. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais donc tu l'as mis toi dans ta défense à 3, axiale. Je persiste, encore une fois je le dis ici, que pour moi son meilleur poste c'est défenseur central axe droit. Voilà. Je pense que ses matchs références, il les a fait à ce poste-là. Et puis vraiment dans le système de Francaise, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense il peut vraiment s'épanouir. Mais Je est-ce que pense que c'est là qu'il jouera, hein. tu dis, excuse-moi, Je pense que c'est là qu'il jouera, hein. on verra bien. Mais est-ce que pour toi c'est imaginable de le voir dans un double pivot? Moi, j'ai du mal. J'ai franchement du mal parce que autant défensivement, ça peut aller, même si voilà, je suis pas convaincu qu'il puisse courir sur toute la largeur sur le terrain. Mais offensivement, pour moi, c'est trop limité. Il n'a pas une qualité de passe exceptionnelle, il n'a pas une vision du jeu exceptionnelle. Quand il est sous pression avec ballon, c'est compliqué aussi par moment. Donc pour moi, voilà, c'est compliqué de mettre dans un double pivot un joueur qui a aussi peu de qualité avec ballon et de créativité. Donc c'est pour ça que axial droit, oui, mais milieu de terrain, si on peut partir sur une autre solution, je trouverais ça plus judicieux. On passe à la première piste que tu as citée. Un joueur formé à Saint-Etienne, je crois, de mémoire, qui bien fait ses classes dans le championnat portugais, Zaidou Youssouf. Je crois d'ailleurs qu'il démarre. Ah non, attends, il démarre à Bordeaux ou il démarre à Saint-Etienne? Bordeaux. Bordeaux, c'est ça. Et je crois qu'après, il part assez tôt du côté de Saint-Etienne. Époque Claude Puel, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Saint-Étienne, oui, c'est ça. Alors, Zaidou Youssouf qui retrouve un peu des couleurs. Donc là, on est sur les profils de milieu plutôt récupérateurs, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, savoir parmi les quatre profils récupérateurs que j'ai cités, lui, c'est un profil un peu plus offensif tout de même. Un peu plus complet et un peu plus organisateur de jeu que les autres. Donc, je tiens juste à préciser parce que, bon, que vous ne croyez pas que les quatre sont exactement pareils. Ouais, Youssouf, c'est un joueur qui fait une très belle saison au Portugal. Je me suis penché dessus après que l'ami Ismo Scouting sur Twitter ait fait un petit trade sur lui. Et ouais, en fait, c'est un joueur qui est vraiment complet, qui a une belle qualité technique, qui aime défendre en avançant, qui aime aller au duel, qui a un gros volume de jeu. Et en plus de ça, une bonne qualité de frappe. Donc, c'est un joueur qui, pour moi, en gagnant un petit peu en maturité, peut tenir totalement ce rôle dans le double pivot, d'avoir un bel abattage défensif, de venir chercher haut et d'ensuite lancer les transitions. Euh, donc ouais, un joueur complet qui ne devrait pas coûter excessivement cher non plus et qui est français, donc tous les voyants sont au vert. Français, 24 ans, valeur estimée 7 millions d'euros et encore 2 années de contrat, c'est des éléments à prendre en considération. On enchaîne avec ta deuxième piste à ce poste de milieu de terrain, on va dire plutôt défensif,
avec un joueur belge, Aster Franks. Accent dégueulasse, hein, veuillez m'en excuser. Joueur de Wolfsburg, 21 ans, à qui il reste une année de contrat, 10 millions d'euros quand même. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, bah c'est un joueur pareil, avec un gabarit assez intéressant, assez longiligne, bon récupérateur, il aime bien venir au duel, il a une bonne faculté à couper les lignes de passe aussi, et il a surtout une qualité technique à la première relance qui est intéressante, parce qu'il peut chercher très vite à jouer vertical, à orienter le jeu, donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a intéressé. Il a un bon volume de jeu et il est allé du côté du Milan AC sans grande réussite. Et là, il s'est relancé un peu avec Wolfsburg cette saison. Il a été sélectionné avec la Belgique A. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui a un potentiel intéressant, pas forcément créatif. Peut-être c'est sur ça qu'il doit travailler pour être un peu plus influent offensivement. Mais en tout cas, il va t'amener de l'équilibre, du volume et un profil à la fois physique et technique intéressant en tant que récupérateur. On nous questionne concernant Zaidou Youssouf. Ça ressemble à qui en Ligue 1 si tu as un joueur qui te vient en tête qui ressemble à son profil? Bah, pas en Ligue 1, mais comme l'avait dit Ismo, sur certaines séquences à l'organisation du jeu, en tout cas, ça peut faire penser à du Rodri, dans sa faculté à orienter, dans sa faculté à jouer long aussi. Maintenant, en Ligue 1, un profil qui colle un petit peu, faut que je réfléchisse, mais là, j'en ai pas franchement sous la main. Euh, mais partez du principe que c'est un profil assez complet à la fois défensivement et techniquement, donc un peu un homme à tout faire au milieu, quoi. Anto nous dit vraiment que c'est un Youssouf un peu meilleur à la relance, mais bon en percussion. Voilà. Oui, c'est vrai il est plutôt bon à la percussion avec ballon, plus créatif, on va dire, sous pression que dans le dernier tiers où il va porter assez peu par la passe ou autre chose. Mais par contre, oui, sous pression, c'est un joueur vraiment intéressant pour casser le pressing. On passe à ta prochaine piste. Là, c'est un joueur dont tu parles assez régulièrement. Mandela Keita, joueur d'Anvers, à qui il reste une année de contrat, 15 millions d'euros, 22 ans, qui a été appelé récemment, il me semble, en sélection nationale. Ouais, Euh, Ça a tout il l'air est parti. encore une fois, on est sur des championnats entre guillemets mineurs, hein. Attention, hein, pas d'injure au championnat belge, hein, mais voilà, des pistes un peu moins connues, flashy, mais qui peuvent faire le taf. Ouais, totalement. Puis Mandela Keita, pour le coup, lui, ça doit faire Et peut-être 2 ans. Le blaze est quand même ultra stylé, qu'on se le dise, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais en plus, c'est un joueur, depuis la première fois que je l'ai vu jouer, je me suis dit, putain, lui, il a vraiment quelque chose dans les pieds. Lui, c'est un récupérateur un peu box-to-box. Il a une faculté, pareil, à sortir sous pression, ballon au pied, parce que physiquement, c'est très costaud. Il a des appuis très, très puissants pour se sortir du pressing. Il est capable de se projeter. Il a même une belle frappe de balle, hein. Il n'hésite pas à prendre sa chance de loin. Alors, à la création, par la passe, c'est pas forcément ça, mais il assure la première relance. Il est capable d'orienter aussi. Et défensivement, par contre, il a un abattage monstre parce qu'il va venir au duel, il va venir couper des axes de passe, couvrir la largeur. Voilà, c'est vraiment un milieu travailleur et en plus qui est assez jeune, sur lequel tu peux développer des qualités techniques. Donc ouais, il y aura aussi une forte concurrence dessus, sans aucun doute, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Keita, ça va à United dans les dernières rumeurs. Bon, si United peut l'acheter, nous le prêter, ceci dit, c'est pas impossible. C'est pas, ça me va. Voilà. Et on passe à ta piste préférée, un joueur bien connu du championnat de Ligue 1, mais quelque part qui n'a pas encore franchi ce step, quelque part parce qu'il n'a pas encore quitté son cocon Montpellier, hein. Il s'agit de Joris Chotard, qui a retenu, on va dire, toute ton attention. Un joueur, mine de rien, qui n'a que 22 ans, à qui il reste 2 années de contrat, 10 millions d'euros, mais tu as l'impression en fait que le type, ça fait 10 ans qu'il est à Montpellier. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit peut-être avoir même une centaine de matchs en Ligue 1, non, Ouais, Vincent? il en est pas loin, je crois. Ouais. Donc c'est ta piste préférée à ce poste de milieu de terrain plutôt à profil défensif.
Ouais, exactement. Bah, déjà parce qu'il est quand même assez jeune, mais malgré ça, il a une bonne expérience en Ligue 1 comme tu le disais. Il est aussi français. Si je me trompe pas, il est international espoir. Je crois même qu'il est sélectionné pour les Jeux olympiques, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est un joueur, bah, pareil, qui a un profil récupérateur très intéressant, qui vient beaucoup gratter des ballons, qui vient au duel, qui est capable de défendre en avançant et de venir presser, de manière incessante. Il a un très, très bon volume de jeu, donc sous Franck Hez, ce sera forcément un atout majeur. Et puis à la relance, alors Montpellier, c'est pas une équipe top du championnat, on va dire, mais première relance, il va chercher souvent à lancer les transitions. Il a un très bon jeu long aussi, chose qu'on mentionne assez peu. Et bah voilà, un peu comme Keita, c'est un joueur à développer, un peu un travailleur de l'ombre, mais je pense qu'il t'amène un équilibre assez fou au milieu de terrain et je pense que ce serait important de capitaliser là-dessus. Et puis, malgré tout, très souvent titulaire, très rarement blessé, j'ai l'impression. Il commence sa saison, on va dire 2019-2020, qui est sa première année en professionnel avec 20 matchs de Ligue 1, et puis ensuite 29, 36, 35 et 31 matchs cette saison, très régulier aussi. Donc, 150 matchs Ligue 1, quoi. Donc, ouais, c'est en tout et pour tout à Montpellier, il est à 162 matchs pour 2 buts ouais. et 11 passes D, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur de 22 ans. Alors, Banito nous dit ça va être compliqué le jeu de tête s'il est associé à un offensif comme Sanson dans un double pivot, non? Donc, Oui, mais après, bon, du côté de Lens, les milieux de terrain, par exemple, sous Franquès, c'était pas non plus que des monstres du jeu de tête. Pour moi, tu as des défenseurs axiaux droit et gauche qui sont là aussi pour ça, surtout si tu viens jouer haut. Donc pour moi, il faut surtout des milieux de terrain qui soient complets, qui soient travailleurs, qui aient du volume de jeu et surtout une capacité à s'adapter à toutes les situations. ok, bon, Chotard explose totalement le sondage avec 86% Pas être- de vote. Très clairement, ça a l'air d'être une très bonne piste qui connaît bien le championnat et qui, en tout cas, voilà, quand on sait que Florian Maurice aime bien aussi activer les pistes du championnat, ça peut être effectivement une possibilité. On passe eh bien, au dernier poste. On est toujours sur le milieu de terrain là, mais plutôt à profil offensif. On sait, Vincent, sur cette saison, que plusieurs fois on a pointé le manque de, on va dire, de créativité, d'imagination, d'idées aussi au milieu de terrain, avec un jeu parfois très stéréotypé, des joueurs aussi qui se ressemblent à des profils assez similaires. En termes de priorité globale, pour toi, c'est quoi vraiment le poste sur lequel on doit travailler alors, hors départ, à l'instant T, on va dire. bon, je suis obligé de prendre en compte les départs, mais sinon, défense centrale ou piston droit. J'hésite entre les deux. Hmm. Mais piston droit, forcément, si tu perds Rosier et Lotomba, bah, faudra forcément quelqu'un. Et en défense centrale, si tu passes en défense à 3 aussi. Donc, ouais, ces deux postes-là, ça me paraît indispensable. Après, le milieu de terrain, c'est pas à oublier non plus, hein, mais bon, t'as rarement une seule priorité dans un mercato, et surtout quand t'es à Nice, donc faudra être actif sur tous les fronts. On commence eh bien, la piste eh bien, de milieu de terrain plutôt profil offensif avec un joueur bien connu à l'OGC Nice puisqu'il a été en centre de formation, c'est Amir Richardson, international marocain qui connaît bien aussi la Ligue 1, qui a joué au Havre. Il y a 22 ans, et il lui reste eh bien, 3 années de contrat, valeur estimée 8 millions d'euros. C'est peu, ça me semble peu d'ailleurs pour le joueur. Profil atypique aussi, longiligne, je crois qu'il doit bien taper les 1,90 m, mais Ouais, très à l'aise. 95 même. Ah ouais, non, mais très à l'aise avec le ballon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah déjà pour ça, pour ce poste au milieu de joueur un petit peu plus offensif, c'était très compliqué parce qu'il faut trouver un joueur qui a du volume, qui a de la qualité technique et qui est capable aussi de défendre en avançant et d'amener de la créativité. Donc ouais, ce poste-là, j'ai vraiment galéré, mais voilà, j'ai ressorti les noms qu'on va voir. Donc le premier Richardson, profil qui a séduit au Havre, qui a séduit aussi plutôt avec Reims cette saison.
Comme tu dis, j'aime bien le profil assez longiligne, quand même imposant physiquement, mais qui va t'amener de la percussion avec ballon, qui va t'amener de la qualité technique aussi. Donc pareil, Reims n'est pas européen, lui, il y a des intérêts sur lui un petit peu partout. Je pense qu'il y a une opportunité à saisir en allant le chercher, surtout qu'il est formé au club. Donc voilà, ça fait aussi des points à saisir et je pense qu'il peut être vraiment complémentaire avec un joueur comme Chotard par exemple. Effectivement, 1,97 m et j'ai dit 8 millions. Alors Transfermarkt nous dit que à l'instant T c'est 6 millions. Donc voilà, petite rectification. Ok. Ça va dépendre de la concurrence, hein, de toute façon. Bah, après, je pense que si on le fait, c'est pas impossible que ce soit peut-être un peu plus même, hein, j'ai Ouais, l'impression. ça peut être 10-12, hein, mais Ouais, voilà, ça ouais. va dépendre qui est dessus, on verra bien. Je vous donne un peu des stats peut-être sur sa saison. 28 matchs, 3 buts, une passe décisive, 4 cartons jaunes. Il a démarré 40% des matchs en tant que titulaire. Bon, est-ce que possible aussi, est-ce qu'il a besoin peut-être d'une saison pleine aussi du côté de Reims avant de franchir un step? C'est pas impossible. On passe à ta deuxième piste, à ce poste-là. Euh, un joueur que je ne connaissais pas, autrichien, Alexander Prass, qui joue à Sturm Graz. Ah, 12 millions d'euros, à qui reste 2 années de contrat, 23 ans. Euh, Ce qui est marrant, c'est que sur la hitmap, il peut jouer aussi sur un côté, non? ouais, D'accord, ok, c'est pour c'est ça. pour ça que j'ai trouvé intéressant parce que même en tant que piston gauche, tu vois, ça peut être une solution intéressante. Lui, c'est un profil presque à la limite entre le milieu et l'ailier par moment, tu vois. Konrad Leimer. Ouais, même un peu plus offensif, tu vois. Hmm. C'est un joueur qui, bah, déjà physiquement, c'est un joueur vraiment équilibré, puissant. Il est bon sous pression, il est capable de dribbler sous pression, de percuter avec ballon, casser des lignes. Il a une très belle qualité de passe aussi et il cherche toujours à jouer de l'avant. C'est un joueur qui se projette énormément et malgré ça, il est capable de défendre, bah, pareil, en avançant, de défendre haut, d'effectuer un bon pressing et d'avoir un volume de jeu assez conséquent. Donc voilà, c'est pour ces raisons que je l'ai noté. C'est peut-être pas parmi ceux que j'ai cités le profil le plus atypique et le plus près, on va dire, en termes d'expérience et en termes de connaissance de la Ligue 1. C'est peut-être pas le plus apte à court terme, mais c'est un joueur que je trouve très très intéressant. Ok, alors, on peut la poser dès maintenant, la question Anto. Concernant Oussama Targaline, parce on a parlé d'Amir Richardson, donc du hack. Est-ce que tu as un avis sur le joueur formé, il me semble, à Marseille, qui Oui, maintenant joue au Havre? Est-ce que c'est un joueur qui était dans ta base, auquel voilà, tu t'es posé des questions quand même? techniquement intéressant, ça, y a aucun doute là-dessus. Maintenant, pour ce que requiert le jeu de Aise en termes de volume, en termes de puissance physique aussi, enfin de qualité physique naturelle, euh, je suis pas convaincu que ce soit le profil prioritaire, en tout cas par rapport à d'autres. Ok, ok, ok. On passe à l'avant-dernière piste. Un joueur là aussi de Ligue 1, cette saison du moins, qui est tombé en Ligue 2. Il s'agit de Lamine Camara. Oui. Là aussi, jeune prospect sénégalais, hein, la connexion, je crois que c'est Génération Football, avec le FC Metz, là aussi, un joueur intéressant, jeune, à qui il reste 2 années de contrat. Et là, pour le coup, en termes d'opportunités, ça peut être intéressant de le récupérer peut-être à bas coût, de savoir que le FCMS descend. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, bah déjà, il y aura une forte concurrence dessus, je pense, parce que le profil va intéresser du monde, parce que Metz est descendu et que du coup, il devient plus accessible. Euh, mais voilà, c'est un joueur qui fait partie un petit peu des révélations de la saison, j'ai envie de dire, qui est encore très jeune, hein, il a 20 ans. Mais voilà, il a déjà une belle expérience, il a su se montrer plutôt régulier avec Metz, en apportant de la qualité technique, du volume de jeu. C'est un joueur quand même assez créatif, qui aime bien se projeter, qui comprend bien aussi les espaces à exploiter. J'ai vraiment bien aimé la personnalité qu'il dégage. Il a fait une très belle CAN aussi.
Ça, c'est à mettre à son crédit. Et ouais, c'est un joueur franchement intéressant. Et je pense que c'est une opportunité toute trouvée pour amener un peu de créativité, de projection et de volume de jeu dans ce milieu de terrain-là. Tu l'imagines dans ce rôle de double pivot? Parce que c'est vrai que pour le coup, pour l'avoir vu quelques fois jouer, je l'imagine plutôt dans un 4-2-3-1 derrière l'attaquant. Moi, je pense qu'il est capable de tenir ce rôle parce qu'il a quand même une faculté à répéter les courses à haute intensité, à avoir un certain abattage, à couvrir pas mal d'espace. Donc défensivement, pour moi, ça colle. Offensivement, oui, forcément, il va se projeter. C'est un joueur qui aime bien jouer de l'avant, qui aime bien organiser aussi le jeu et exploiter les transitions. Mais il est capable, je pense, d'avoir un rôle un petit peu plus reculé que ce poste de numéro 10 que tu évoques. Très bien. Et eh bien, on passe à ta piste qui a été retenue parmi toutes les suggestions dans ce rôle un peu de milieu de terrain à vocation plutôt créative slash offensive. Un joueur bien connu du championnat français, bien connu aussi des mercatos idéaux qu'on a pu faire, même je me rappelle avec, euh, avec Nico à l'époque. Un joueur bien connu du RC Lens. A-t-il eu Franck S comme coach? Je ne pense pas, Je crois Vincent. pas. Non, non, je Puisqu'il pense pas. s'agit, bien sûr, de Benjamin Bourigeaud. Voilà, un joueur, eh bien, un joueur polyvalent, c'est vrai aussi. Très très bon pied, honnêtement, peut-être l'un des meilleurs pieds en France à l'heure actuelle. Qualité de coup de pied arrêté aussi. 18 millions d'euros qui reste 2 années de contrat, 30 ans. Pour toi, c'est le joueur qu'on doit retenir. Ouais, parce qu'il coche toutes les cases. C'est un joueur polyvalent. Il est capable de jouer un peu plus haut, aussi sur un côté. Il est français, il a une grosse expérience européenne, une grosse expérience en Ligue 1 aussi. Et puis c'est un joueur qui est vraiment complet au niveau technique parce que il a une faculté à orienter le jeu, à percuter avec ballon, une bonne qualité de centre, une bonne qualité de frappe aussi. Et ça, c'est pas négligeable quand on voit le peu de frappes lointaines qu'on déclenche en ce moment. Et je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre pour lui parce que Rennes n'est pas européen, parce que ils sont peut-être sur un changement de cycle aussi. Et donc lui peut avoir légitimement envie d'autre chose. Et au-delà de ça, c'est un leader naturel, un leader technique, mais aussi en tant qu'homme, il est capitaine à Rennes, donc je pense que voilà, ça coche toutes les cases et s'il y a peut-être une année où c'est faisable, c'est celle-là. Donc j'aimerais beaucoup qu'on aille le chercher et ça sécuriserait vraiment ce poste. Ok, eh bien, alors je récapitule. Benjamin Bourigeaud, Joris Chotard, Archie Brown au cas où Melvin Barr part, Assignon, Agbadou et Lilian Brassier. Euh, la balance transfert est, est respectée, Ouais. reste positive quand même. Pas forcément, mais c'est justement ce que je dirais demain, c'est qu'à tous les postes, on mettra pas 15 millions d'euros dessus. Enfin, je pense pas, sauf surprise. Donc, il faudra forcément faire des ajustements et il faudra avoir des bonnes idées. Tu vois, un Christopher Wu à 6 millions d'euros, Hmm. s'il y a d'autres postes prioritaires sur lesquels il faut investir plus lourdement, faudra voilà, investir intelligemment à d'autres. Et puis on n'est pas à l'abri aussi des imprévus, hein, des offres non refusables, hein. Je pense actuellement à Marcin Bulka. Si une équipe pose 30 plaques sur Bulka, est-ce que l'OGC Nice à l'heure actuelle est en capacité de refuser concrètement? Et ça te fait un nouveau chantier à travailler. Bon, Benjamin Bourigeaud, hein, sans grand suspense, l'emporte, hein. J'ai l'impression que c'est un peu le joueur voilà, qui ressort un peu dans. Alors, non pas dans les rumeurs, mais un peu dans les discussions. On se dit, ah, ça peut être pas mal. Mais moi, j'aimerais quand même pour la belle histoire qui retourne à Lens. Tu vois, un petit retour à Lens. Voilà, on aime ça, comme Raphaël Varane d'ailleurs. Euh, Ouais. J'espère pas pour lui. Mais après. la présentation de tes joueurs est terminée. La dernière slide, eh bien, c'est tout simplement on va dire le 11 de départ, la profondeur de l'effectif Ouais. au global avec les arrivées. Pour que vous ayez eh bien, tout simplement un récapitulatif. Je vais le dire eh bien, à l'oral pour que les gens qui écoutent ça en podcast puissent voir ça. Alors, je vais me le mettre en plus gros parce que sinon je ne vois pas du tout. Gardien de but, on aurait bien sûr à l'instant T Marcin Bulka avec Dupé.
au poste de numéro 2. Ça ne veut pas s'ouvrir, c'est pas grave. Teddy Boulandi, numéro 3. T'as laissé Nathan sur ta Ouais, slide. mais je l'ai mise à jour depuis, mais bon, en soi, c'est pas grave parce que financièrement, je pense pas qu'on fera toutes les meilleures pistes possibles, donc sur celles que j'ai évoquées. Mais Nathan, tu vois, en prêt avec option d'achat, ça te libère du budget transfert pour autre chose, quoi. On a Doumbouya du coup en rotation, un jeune joueur qu'on a récupéré l'été dernier du côté de Sochaux, qui n'a pour l'instant eu que quelques minutes à se mettre sous la dent cette saison. Dante Youssouf en défense centrale axiale. Et puis le défenseur axial droit, Agbadou de Reims et Antoine Mendy en doublure. Les piston gauche Melvin Barr, Romain Perrault, piston droit Jonathan Klaus, Tom Loucher, voire même Laurence Assignon, hein, au choix. Et puis milieu de terrain, j'avoue que le Joris Chotard, Benjamin Bourigeaud, il fait saliver hein, quand même. Très clairement sur le papier, ça a l'air d'être très positif. Rosario Camara en doublure, Morgan Sanson également. Et puis les offensifs, vous connaissez. Diop, Traoré, Boga, on va dire en ailier intérieur, voire 9,5 si on peut appeler ça comme ça. Mohamed Ali Chaud, Laborde, Badreddine Bouanani, Mofi, Guessant, Orakpo. J'en profite. Concernant Victor Orakpo, pour toi, tu le vois avoir on va dire une place plus importante l'année prochaine dans le projet? Bah, déjà qu'il intègre le groupe pro, ce serait déjà un bon début. Après, de là à débuter des minutes, bon, s'il y a Mofi et Guessant devant lui, par exemple, ça va être compliqué. Mais bon, une année avec Coupe d'Europe, il y a la Coupe de France à jouer. Je me dis qu'il pourrait faire ses débuts avec Nice. Donc ouais, joueur à suivre, mais hormis progression exceptionnelle et confirmation du potentiel presque immédiate, je le vois pas non plus s'installer directement dans une grosse concurrence avec les deux devant lui. On nous demande pourquoi est-ce que tu n'as pas mis de lien avec Lausanne et United. Est-ce que c'était une volonté parce que c'est vrai que pour le coup, il n'est pas impossible de voir des connexions dans les deux sens avec ces deux clubs. Alors avec Lausanne, parce que à l'instant T, j'ai pas vu de joueur capable d'apporter quelque chose enfin, maintenant à court terme. Et avec Manchester United, parce que si tu prends des joueurs de Manchester United, c'est probablement des joueurs à relancer. C'est probablement aussi des joueurs bah, qui seront peut-être pas dans l'état d'esprit que tu vas rechercher. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Je vais être honnête, hein, c'est comme Chelsea qui prête tous ses joueurs à Strasbourg. Ça permet pas forcément d'avoir un équilibre au niveau de l'effectif et je suis pas forcément fan de ce genre de choses. Donc je préfère partir sur quelque chose d'un peu plus innovant, un peu moins logique, on va dire, Ouais. cette facilité-là qui apporte pas forcément plus de garanties. Ok. Eh bien écoute, on est à bien 1 heure quasiment 40 d'émission un peu plus en live. Déjà, ben, un grand merci à toi, Vincent, pour on va dire ton boulot, tes propositions. Honnêtement, j'espère que certaines d'entre elles vont être retenues. On Euh, verra. et puis, pour les personnes qui sont sur Twitter, suivez bien le compte de Bertigno06, puisque eh bien, le boulot, le trade sera eh bien, publié dès demain, demain soir plutôt, Ouais, demain, fin de journée, fin de journée. 17, 18 heures, quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment gros boulot, bravo à toi. On espère que eh bien, tout ce que tu as, on va dire, entrepris et tout ce que tu vas entreprendre, bah, tu vas pouvoir récolter tes fruits. Les gars, voilà, Babin qui dit merci beaucoup, c'est du gros boulot. Les gars, franchement, respect à l'ami Vincent pour ça. Et puis, on en a appris quand même pas mal. Et puis, c'est là qu'on apprendra qu'on jouera peut-être en 4-4-2. Bon. c'est, C'est possible, hein? non, non, Attends. c'est les aléas qui peuvent subvenir. En tout cas, un grand merci à toi, Vincent. Et puis un grand merci aux personnes également présentes. Vous avez été en moyenne une cinquantaine de spectateurs sur le live, donc c'est vraiment super cool.
Dès ce soir, l'émission elle sera sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Vincent, un grand merci à toi. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée. Les gens te remercient. Merci Bertie, vivement ton entrée au club. Voilà, je veux dire, c'est téléguidé. C'est téléguidé en fait. Non, mais si c'était si facile, mais non, mais merci à toi pour l'émission, merci à tous pour le soutien, et puis toujours content, et l'émission, elle était très bonne, et un grand plaisir comme toujours. Donc voilà, maintenant, place au mercato, la saison prochaine, et puis on espère de grandes choses. Et puis l'Euro de football aussi, accessoirement, hein. Voilà, Ouais, 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 ouais. la Mais bon, semaine. moi, je suis un homme de club, hein, donc, Ah là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au cas où il y a un dirigeant qui passe par là, hein, je préfère l'OGC Nice à l'équipe de France. Non mais pareil, tout pareil. Mais le foot nous manque. Merci, c'est ça. passez une très très bonne soirée et puis à très vite. Ciao ciao.